Alors, autre plante détestée de tous les jardiniers, c'est ce qu'on appelle le chien-dent. Le chien-dent officinal. En fait, c'est l'herbe. C'est la fameuse herbe qui pousse et qui recolonise tout le temps. L'herbe. Enfin, c'est un terme vaste. En fait, il y a plein de sous-espèces. Ça fait partie de la famille des poacées, donc des graminées, hein, si vous voulez. Et alors oui, effectivement, c'est extrêmement vigoureux. Ça se propage à nouveau avec des rhizomes, c'est-à-dire des racines souterraines. C'est extrêmement efficace. Et effectivement, si vous laissez une terre à nu trop longtemps, le chien-dent va venir la coloniser très très vite avec des rhizomes très très costauds qui va être un petit peu pénible de retirer. D'où l'intérêt de jamais laisser une terre à nu et d'y planter un maximum de choses, de couvre-sol, d'engrais verts, etc. Mais ça, on y reviendra, je vous l'expliquerai, c'est ce qu'on fait au jardin pédagogique. Première qualité du chien-dent, c'est un excellent fourrage pour les animaux, pour les herbivores, notamment quand on le fauche en deuxième fauche, c'est-à-dire on le fauche une fois puis une deuxième fois. C'est un apport de protéines très important pour les animaux d'élevage. Bon, nous, on s'en fout, on n'a pas d'animaux d'élevage au collège. Enfin, sachez-le, ça n'a pas que des désavantages, le chien-dent. Ça s'appelle chien-dent, cynodon, parce que, donc, cyno et don. Cyno, c'est le chien, don, c'est la dent. Parce que, anciennement, on avait constaté que les chiens, naturellement, et je pense les chats aussi, hein, les chats se purgent avec, mais les chiens en consommaient spontanément, ils se mettaient à manger, comme ça, du chien-dent. Et en fait, c'était pour se soigner. Ils avaient compris instinctivement que ça avait des vertus thérapeutiques. Alors, quelles sont ces vertus thérapeutiques ? Apparemment, le chien-dent, alors je suis pas à nouveau en train de vous dire d'aller brouter l'herbe, hein, on est d'accord ? Mais c'est un détoxifiant des voies urinaires, et on sait que les chiens peuvent souvent avoir des problèmes urinaires, comme les chats aussi, enfin ces animaux de compagnie-là, malheureusement partent souvent par les voies urinaires. Et ça soigne aussi les rhumatismes. Donc pareil, les vieux chiens avaient tendance à venir mâchouiller du chien-dent spontanément pour essayer de soigner un petit peu leur rhumatisme. Faut qu'on regarde plus ce qui se passe dans la nature. J'ai l'impression qu'ils ont pigé un petit peu plus de choses que nous. Hein. Ou en tout cas, ils ont moins perdu leur instinct. Donc voilà, vous avez l'origine du nom chien-dent. Et alors, localement, comment s'en débarrasser ? Effectivement, nous, au jardin pédagogique, on avait beau avoir planté une prairie fleurie il y a un an, les zones où ça n'avait pas poussé, où on s'en était pas bien occupé, etc., pour X raisons, le chien-dent a recolonisé ces zones-là. Mais bon, au moment où on prépare une parcelle, on va retourner doucement la terre, alors soit avec une grelinette, soit avec une fourche, mais pas comme des gros bourrins au motoculteur, on essaye d'éviter. On va retirer les racines du chien-dent, les rhizomes. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur le côté, dans les allées, en fait. On remet dans les allées, donc ça fait un apport de matière organique de toute façon pour la terre. C'est toujours bon quand ça se décompose, ça fait une sorte d'engrais naturel. Et ça peut aussi servir en paillage si on laisse les racines à l'air du chien-dent à l'air et au soleil pendant quelques heures. Bon, ça sèche un peu, le chien-dent ne repoussera pas, on peut le réutiliser en paillage au pied de nos plantes pour éviter qu'elles ne craignent le gel, pour qu'elles soient au chaud, pour éviter que d'autres plantes ne recolonisent, etc. Donc ça peut être réutilisé localement, on met dans les allées et puis ensuite on s'en resserre en paillage quand c'est prêt. Assez rapidement, c'est un paillage gratuit quoi, donc c'est quand même vachement pratique. Plutôt que d'aller acheter ça en magasin, n'allez pas en magasin. Ça sert à rien, on a tout sous la main, quasiment. Donc voilà pour le chien-dent. Alors, autre plante mal aimée, visiblement, d'après cette liste, parce que je pensais pas, mais enfin, en tout cas, plante extrêmement commune que vous avez tous déjà croisée sans savoir ce que c'était, c'est ce qu'on appelle le plantain lancéolé. Vous allez voir sa photo, vous allez la reconnaître tout de suite. Donc ça fait partie de la famille des Plantaginacées. Et alors c'est une plante qui a, elle aussi, plein de vertus. Alors elle est typique des sols compactés, on la trouve souvent en bord de chemin, extrêmement piétinée. Elle est capable de se développer dans un sol extrêmement compact. Alors bon, c'est une source de nourriture pour bien des animaux, notamment les papillons et les pucerons. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas envie d'avoir de pucerons. Bon, je ferai une vidéo là-dessus, je vous expliquerai l'intérêt d'avoir des ravageurs au jardin. Là j'ai pas le temps, mais je vous promets, ça peut être un avantage. Donc, c'est une source de nourriture, de toute façon, pour la biodiversité et les chaînes alimentaires, donc c'est toujours bon à prendre, voilà. Alors, c'est connu, moi je m'en sers depuis que je suis petite pour ça, c'est astringent et puis c'est apaisant, c'est-à-dire que la sève du plantain a des vertus calmantes, apaisantes,
pour tout ce qui est piqûre. Alors ça peut être piqûre d'ortie, notamment, ça peut être piqûre de guêpe, ça peut être piqûre de moustique. Sachez-le, il y en a plein autour de nous, vous ferez le test cet été quand vous ferez piquer. Ça a des vertus apaisantes, c'est-à-dire que quand vous faites piquer ou vous faites urtiquer par des méchantes orties, ça aussi je pourrais faire une vidéo sur les orties, qui sont pas si méchantes que ça. Vous prenez des feuilles de plantain, vous les roulez, vous les écrasez comme ça dans votre main, vous en faites sortir le suc et vous appliquez sur la zone de piqûre. Et vous allez voir que très vite, je vous dis pas que c'est magique, mais ça va calmer énormément les démangeaisons, les inflammations, etc. Ça marche très bien. On peut même s'en faire des emplâtres, on les ficelle autour de la zone qui a été piquée et ça fait vraiment du bien. Alors il faut quand même en presser un paquet pour avoir suffisamment de sucre, mais ça marche très bien. Également, alors chose que j'avais jamais faite, mais je vais essayer, prochaine ampoule qui vient, on peut l'utiliser en cataplasme pour soigner les ampoules. Voilà, donc vous pliez du plantain, vous mettez sur l'ampoule que vous vous êtes fait au pied, voilà, avec des chaussures pas adaptées, enfin peu importe, l'ampoule. Vous mettez éventuellement un petit bandage ou un petit pansement par-dessus. Apparemment, c'est efficace. Alors ça, je l'ai pas testé, donc à voir, mais je veux bien y croire. Mais rien ne vaut le test. Toutes les parties du plantain sont comestibles. La racine, la tige, les feuilles, la fleur. Donc ça, déjà, c'est super chouette. On peut se faire des petites salades. Alors, faut mâcher, parce que le système vasculaire est quand même assez épais. Mais enfin, ça se mange. Donc en cas de fin du monde... Si on n'a plus rien à bouffer, une petite salade de plantain, ça peut faire plaisir. Avec le plantain, il y a un truc qui est rigolo à faire. On peut faire ce qu'on appelle le jeu de la catapulte, c'est-à-dire on prend une longue tige de plantain qui a une petite fleur, une petite inflorescence au bout, on la plie, on passe l'inflorescence dans la boucle, et si on tire, ça fait une catapulte. Alors une autre plante que les jardiniers n'aiment pas, et les cultivateurs non plus, alors que moi je la trouve mais magnifique, et je suis hyper contente parce qu'il y en a une qui a poussé spontanément dans le jardin pédagogique, alors on l'a bien préservée, on y a mis un petit piquet avec son nom et tout, c'est le chardon des champs. Alors, première explication au fait que les gens ne l'aiment pas, c'est que les feuilles elles piquent. On est quand même des gros bébés, oh mon dieu. Les feuilles piquent, on n'y met pas les mains et puis c'est tout. Enfin, c'est-à-dire le bord des feuilles est extrêmement denté et piquant parce que justement c'est une protection à nouveau contre les herbivores. Alors pourquoi elle n'est pas appréciée aussi des jardiniers? C'est qu'elle a pour le coup elle une racine pivot impressionnante qui peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc elle est capable de s'installer dans des sols hyper compacts sans problème. Alors c'est pas le cas au jardin pédagogique. Je pense qu'une graine a été déposée là et puis elle a fait sa vie. Donc, on a un très beau chardon. Vous viendrez le voir. S'il vous plaît, ne l'écrasez pas parce que il est tellement beau. Ça fait partie des astéracées, de la famille des astéracées. Donc ça fait une très jolie petite inflorescence avec... en fait, ce que vous prenez pour des pétales, chaque pétale est en fait une petite fleur. C'est souvent dans les tons roses, violacés, très joli. Il y a plein de variétés de chardon. Là, je parle bien du chardon commun, le chardon des champs. Alors ça attire les pollinisateurs, à nouveau. Et ça a en plus une odeur très agréable. Quand elle sera en fleur, je vous invite à venir sentir l'odeur. Vous verrez, ça a une odeur très très agréable, même pour l'humain, parce que parfois certaines fleurs dégagent des odeurs auxquelles on n'est pas sensible nous, voire qu'on n'aime pas, mais qui attirent les pollinisateurs. Là, c'est pas le cas, c'est une fleur qui sent bon. Alors, gros avantage du chardon commun, c'est que ça attire donc les pollinisateurs, mais ça attire aussi des coléoptères, pas mal de coléoptères, dont des prédateurs connus, des pucerons. Pourquoi s'en priver? Donc ça attire donc ces coléoptères se nourrissent de ces feuilles. Ça attire les coccinelles, ça attire également les chrysopes. Alors ça c'est pas des coléoptères pour le coup. Les chrysopes, je vous mettrai une image ici. Vous connaissez cette petite bête qui adore se nourrir de pucerons. Donc c'est tout bénef en fait pour le jardinier d'avoir des chardons au jardin. Welcome. Nourrissons les prédateurs des pucerons. Parfait, parfait. Alors, ces graines sont très appréciées d'un oiseau qui porte son nom, du coup, le chardonneret élégant. Je vous mets sa petite bouille ici. Donc voilà, il s'appelle chardonneret parce qu'il adore les graines du chardon. Donc, parfait, encore un petit oiseau qui va nous être bien pratique. Et puis, on adore attirer les oiseaux au jardin. Le truc qui est très rigolo avec le chardon, c'est que c'est une plante qui a tendance à naturellement, alors je vous passe les détails, mais c'est une histoire de potasse et d'équilibre des minéraux dans le sol, mais elle a tendance à rétablir l'équilibre d'un sol
qui auraient eu tendance à être trop nitrifiées par l'élevage, etc., la monoculture et compagnie. Et en fait, donc le fait qu'un chardon pousse, quand il pousse, il va rééquilibrer un sol qui a été perturbé par la monoculture, par l'agriculture intensive. Et c'est l'agriculture intensive qui a lancé des grandes campagnes d'élimination du chardon. C'est votre meilleur allié, les gars. Pourquoi vous faites ça? Donc quand le chardon pousse, il est en train de réparer les erreurs de la monoculture, mais les lobbies de monoculture ont vraiment lancé des grandes campagnes anti-chardon. Je sais pas, les mots me manquent. C'est bête quand même, pour pas dire autre chose. Bon voilà pour le chardon, moi j'adore. Alors, nouvel ennemi à abattre, que vous connaissez tous depuis que vous êtes tout petit, vous en avez certainement cueilli, vous avez le pissenlit. Le pissenlit, c'est un ennemi à abattre apparemment. Donc le pissenlit qui fait partie de la famille des astéracées, que vous connaissez bien pour sa jolie petite fleur jaune, qui est en fait une inflorescence aussi, hein. Chaque pétale est une fleur, hein. C'est pas une seule fleur. Et dont le fruit fait une sorte de boule plumeuse qui a été utilisée pour l'illustration du Larousse, là. On souffle dessus et les fruits s'envolent. Ce sont des petits akènes plumeux, hein, qui s'envolent avec le vent. Donc voilà, une plante qui a un maximum de qualité. Pourquoi essayer de la détruire? Ça y est, ça commence à me gonfler cette histoire. Bon, un détail dont tout le monde se fout, les tiges sont creuses. C'est comme ça qu'on les reconnaît aussi. Si vous coupez la tige d'un pissenlit, vous verrez qu'elle est creuse à l'intérieur. Et on peut en faire des flûtes. Oui, avec des gros pissenlits, on peut faire des sortes de petites flûtes. Vous faites des petits trous dedans. Alors, ça fait pas vraiment un son de flûte, hein, ça fait plus un son de bombarde. Pour ceux qui connaissent, je vous mettrai peut-être un extrait. Bon, ça c'est pour les jeux de plantes. Mais au-delà de ça, sachez que l'intégralité du pissenlit est comestible. C'est extrêmement bon. Les feuilles de pissenlit, vous les rincez en salade, c'est délicieux. Tout se mange, c'est merveilleux. Voilà, donc une plante comestible aussi bonne que la roquette. Enfin, je veux dire, quitte à manger de la roquette qu'on achète en sachet au supermarché, autant en bouffer du pissenlit. Alors attention, je fais quand même une petite remarque. Il y a eu des cas recensés dans les années 70, donc bon, je vous les signale quand même. Enfin, voilà. Évitez de cueillir les pissenlits en bordure de champs ou de pâture où il y a des animaux d'élevage, parce qu'il y a eu des cas d'intoxication à ce qu'on appelle la douve du foie. C'est-à-dire qu'il vient des animaux d'élevage, là ça venait des animaux d'élevage, donc les plantes étaient contaminées, les gens les ont mangées et ont contracté ce parasite qui s'appelle la douve du foie. Bon, cela dit, de toute façon, quand vous cueillez une plante, essayez de la prendre dans un milieu le plus préservé possible, vous la prenez pas en bord de route ou en bord de pâture où il y a des animaux d'élevage, ça c'est pas une bonne idée, et de toute façon vous la nettoyez, vous la rincez, éventuellement vous la passez dans de l'eau vinaigrée, marche très bien, et ça suffit à se débarrasser des parasites. Vous la bouffez pas comme ça, là, hein. Évitez, à moins d'être dans une zone extrêmement préservée, un petit rinçage c'est toujours bon à prendre. Enfin bon, il n'empêche que ça fait des lustres qu'on mange le pissenlit. Le pissenlit qui s'appelle aussi la dent de lion, parce que ses feuilles sont découpées en forme de petites dents, comme ça, donc on a appelé ça dent de lion. Anecdote sur le pissenlit, désolé, je peux pas m'en empêcher, sa racine peut atteindre 50 cm, comme c'est une petite plante, hein, c'est quand même une petite herbacée, sa racine peut atteindre 50 cm de profondeur, d'où l'expression « manger les pissenlits par la racine », c'est-à-dire être enterré 6 pieds sous terre et bouffer la plante parce qu'on est mort depuis sa tombe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de là que vient l'expression « manger les pissenlits par la racine ». Et alors, oui, autre anecdote, c'est la plante des anecdotes. Ça s'appelle pissenlit. Je sais pas si vous êtes un jour demandé pourquoi. Comme pisse en lit, pisse dans son lit, parce que c'est une plante extrêmement diurétique. Ça fait faire pipi. D'où le nom pissenlit. Les boutons floraux, avant que la fleur ne se soit développée, mais les boutons floraux, si on les fait macérer dans du vinaigre et du sel, un petit peu comme on le fait avec des cornichons, des capres, etc., ça fait un petit condiment absolument délicieux. J'en ai déjà mangé, c'est hyper bon. J'en ai jamais fait, mais je vais peut-être m'y mettre. Bon, alors sur celle-là, j'avoue mon échec. J'ai peiné à trouver des arguments positifs et utiles pour nous, si vous voulez, au-delà du fait que la plante existe et que si elle existe, c'est pas pour rien, et que voilà, elle ne fait de mal à personne. Mais bon, c'est le mouron rouge.
Alors le mouron rouge n'est pas apprécié parce que pour le coup, les graines du mouron rouge sont toxiques pour les oiseaux déjà et pour les petits mammifères. Alors, nous, on serait pas tenté d'aller manger les graines du mouron rouge, mais enfin bon, on sait jamais. Hein. Mais voilà, alors il y a le mouron des oiseaux dans la même famille. Alors attendez, la famille c'est quoi? Ah oui, les primulacées. Le mouron des oiseaux, lui, est apprécié... donc ces graines sont pas toxiques pour les oiseaux, mais le mouron rouge, oui. Alors ok, voilà, elle contient des flavonoïdes, etc. Enfin des substances qui sont pas gégènes, mais enfin, les oiseaux ne s'y trompent pas, hein, ils vont pas les manger. Donc bon, pour ça, pas super. Il en existe en fait deux variétés. En fait, les scientifiques sont pas très d'accord là-dessus. Soit il y a deux espèces, mouron rouge et mouron bleu, soit il y a une autre théorie qui dit que c'est la même espèce, et là ça pourrait être intéressant, c'est que le mouron rouge se développerait en terrain acide, alors que le mouron bleu se développerait plutôt en terrain basique, calcaire. C'est un petit peu ce qui se passe avec les hortensias, si vous connaissez cette plante, qui se développe pas mal en Bretagne, et dont la couleur des pétales va changer selon l'acidité du sol. Enfin, là, il n'y a pas consensus, on n'est pas sûr de ça. Autre explication à l'existence du mouron bleu par rapport au mouron rouge, c'est que le bleu est une couleur qui attire énormément les pollinisateurs. Bon, de toute façon, cette plante, mouron rouge, mouron bleu, peu importe, attire les insectes pollinisateurs, donc toujours bon à prendre. On s'amuse pas à manger les graines de n'importe quoi sans savoir ce que c'est, évidemment, hein. Juste, histoire de rajouter un truc, pour la petite anecdote, il y a une expression française qui dit « se faire du mouron », c'est-à-dire se faire des soucis. Et le mouron, c'est... Alors, je ne me souviens plus quelle est la racine, je crois que c'est une racine néerlandaise ou un truc dans le genre, donc même pas latine. Et mouron, ça viendrait du néerlandais, je sais plus quoi, qui veut dire cheveux, parce qu'effectivement, quand on regarde la plante, les fleurs se développent au bout d'un pédoncule extrêmement long et fin, comme un cheveu. Donc se faire des cheveux, c'est-à-dire se faire des cheveux blancs, se faire du mouron, se faire du souci. Bon, et alors dernière plante absolument immonde dont il faut se débarrasser, que moi pareil j'adore, c'est le liseron des champs. Alors c'est une plante grimpante, donc qui a tendance à effectivement monter dans les arbustes, etc., jusqu'à 2 mètres de hauteur, pas plus, mais effectivement elle peut leur faire un petit peu de concurrence en termes de captation de la lumière, donc elle entoure ses vrilles et puis elle grimpe comme ça. Bon, si on la laisse courir sur un arbre, elle va pas entrer en compétition avec un arbre dont le fût est déjà à plusieurs mètres de hauteur, il y aura pas de problème, donc il suffit de la guider à de bons endroits. Elle attire principalement alors des pollinisateurs, mais notamment les cirfes, et les cirfes, donc c'est des sortes de... C'est des diptères en fait, c'est la famille des mouches, sauf qu'elles se font passer pour des abeilles. Ça, je ferai peut-être une vidéo sur les cirfes, c'est assez rigolo. Elles font du vol stationnaire comme ça, c'est comme ça qu'on les repère, et puis elles ont des gros yeux de mouche. Et ces cirfes sont des prédateurs des pucerons. Donc pareil, génial, on adore. Et donc vraiment, ils sont particulièrement attirés par les liserons. Et puis autre chose, les liserons ont un gros intérêt, c'est qu'en hiver, donc leurs racines restent dans la terre, et elles entretiennent ce qu'on appelle les mycorhizes, c'est-à-dire des associations entre des champignons et les racines des plantes. Et elles ont cette capacité d'entretenir les champignons, et ces champignons favorisent la nutrition des plantes au jardin. Donc parfait, on les laisse, elles font leur petit travail de nounou des champignons pendant l'hiver. On fait en sorte qu'elles viennent pas étouffer toutes nos cultures, mais on les guide pour qu'elles aillent à droite ou à gauche selon ce qu'on veut. Elles attirent les cirfes, c'est parfait quoi, c'est parfait. Quel est le problème? Alors oui, juste les feuilles et les racines sont laxatives. Je vous avais un petit problème de caca dur. Vous pouvez y aller. Non mais n'y allez pas. Enfin, bon, bref, sachez qu'à une époque on s'en servait comme laxatif. Ah bah oui, bah dès qu'on parle de caca, tout de suite, on perd toute l'assistance, vous le savez. Et petite note poétique, ces fleurs donc qui s'ouvrent et se referment comme ça, en vrillant sur elles-mêmes, sont appelées les robes de la Vierge. Voilà, c'est beau. Ça fait des petites jupes comme ça. Bon voilà, j'en ai fini avec ce debunk de ces 9 espèces absolument immondes et totalement ravageuses dont il faut se débarrasser au jardin. Vous aurez compris que, en fait, non. Je vous ai parlé du principe de permaculture où il faut apprendre à faire avec, déjà. Et puis, il y a un autre principe en permaculture qu'on utilise souvent, qui est le fait que le problème doit devenir la solution. Et donc, chaque chose qui nous semble, nous, de notre œil d'humain, un problème, bah, il faut apprendre à l'analyser, il faut apprendre à le comprendre, et puis s'en servir comme d'un atout. Voilà.
On vit pas tout seul plus la nature, on vit au sein de la nature. Et donc il faut vraiment qu'on apprenne à composer avec les espèces qui nous entourent. Et là, vraiment, hein, les 9 plantes que je vous ai exposées, il me semble pas qu'elles soient un danger pour nous, direct. Et au contraire, je vous ai montré à quel point elles pouvaient être des alliés. Donc j'espère que c'est ce que vous retiendrez de ça, et que peut-être, à l'avenir, quand vous aurez le mot mauvaise herbe qui vous vient en tête, bah, vous vous direz, ah, attends, peut-être je vais aller voir un petit peu ce que c'est que cette plante, je vais essayer de l'identifier, et je vais peut-être lui trouver des qualités et une utilité. Je vous y encourage, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, et je vous dis à la prochaine!